De génération en génération, avec Gaëtane Larose. Bonjour et bienvenue à De génération en génération. Aujourd'hui, nous allons parler d'enseignement et d'une façon plus particulière, l'enseignement aux garçons. J'accueille la directrice générale du Collège du Mont-Sainte-Anne de Sherbrooke, Mme Nathalie Marceau. Bonjour Nathalie. Bonjour Madame Larose. Nous, on s'est connus à l'université alors qu'on était à la maîtrise en histoire. Quel est le parcours pour accéder à un poste de directrice générale d'un collège? En fait, il y a le parcours scolaire, c'est sûr, qui nous qualifie, qui nous rend aptes à exercer des fonctions en éducation. Mais je vous dirais qu'il y a aussi tout le autre parcours. Puis je me rappelle encore d'un conseil de M. André Bessette, qui était directeur général à l'époque. Alors, pendant que j'étais étudiante à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, je commençais à donner du soutien aux élèves en difficulté, aux garçons du collège qui avaient plus de difficultés. Puis il m'avait dit « Rends-toi indispensable ». Et ça m'a suivi tout au long de ma carrière puis au long de ma vie. Si tu es quelqu'un qu'on ne peut pas nécessairement enlever du plan de match, si on peut dire, mais on parvient à faire sa place. Alors, malgré le fait que je suis rentrée par la petite porte en donnant des cours de soutien aux élèves qui avaient plus de difficultés, le fait que j'étais très bonne à l'école, donc français, maths, anglais, même les autres matières, j'étais capable de faire secondaire 1 à 5, donc j'étais capable de couvrir l'ensemble de l'école. Ça m'a permis de m'approprier le domaine de l'éducation d'une manière particulière et de faire ma place tranquillement là, jusqu'à la direction générale. Donc, vous avez occupé d'autres fonctions au sein du collège avant d'être directrice générale? Oui, tout à fait. Comme je vous disais, j'ai commencé un peu plus de manière étudiante, en emploi étudiant, mais ensuite, je suis devenue enseignante, surtout en univers social, éducation économique. J'avais un cours de sciences humaines que j'avais bâti, philosophie, anthropologie, ethnologie, sociologie, puis psychologie. Donc, un cours qui était bonbon, vraiment très plaisant et qui préparait les élèves de secondaire 5 pour le collégial. Et le français, j'avais des élèves en difficulté en français de secondaire 5, on voulait les qualifier, on voulait qu'ils reçoivent leur diplôme d'études secondaires. Et ça a été juste avant que je devienne directrice des services pédagogiques. Pendant 8 années, c'est ma 8e année comme directrice des services pédagogiques et depuis l'année dernière, directrice générale en plus. Les services pédagogiques, ça consiste en quoi? Oh là là, beaucoup de choses. En fait, c'est tout ce qui touche le cœur de la mission éducative d'une école. Évidemment, tout ce qui relève des programmes d'éducation, tout ce qui relève de la sanction des études, tout ce qui relève du ministère de l'Éducation, la gestion des enseignants, de s'assurer qu'ils vont respecter les programmes, la mise en place de projets connexes au niveau scolaire. Et dans le cas qui me concerne, c'est sûr que la pédagogie pour garçons, dès que je suis rentrée au collège, j'ai senti que c'était quelque chose d'unique parce que le collège est la dernière école au Québec, la seule école secondaire francophone qui n'enseigne qu'aux garçons. Oui, il y a des écoles qui ont des classes non mixtes, mais une école où il n'y a aucune fille, nulle part, à part les enseignantes. C'est rare, c'est unique. Je me suis intéressée justement à ce qui faisait les caractéristiques de la pédagogie pour garçons. Ça l'a amené à la mise en place de 2 congrès, un en 2011, puis un en 2013. Et en parallèle avec ça, mon parcours de maîtrise m'a amené à dire, oui, mais toute la rigueur scientifique, toute la recherche, c'est important pour nous nourrir. On a l'intuition, on a toute notre pratique expérientielle, ce qu'on fait, mais comment ça s'appuie sur des faits, de mettre tout ça ensemble, c'est important. Alors, j'ai commencé un doctorat en éducation il y a 10 ans, que j'ai terminé cette année. L'année passée, j'ai eu mon diplôme à l'automne. C'était un doctorat qui ne portait pas sur la pédagogie des garçons, mais comment aider les enseignants à adapter leurs interventions aux élèves. Ça m'a aidé à travailler de manière plus spécifique, comment aider mes enseignants à enseigner mieux aux garçons. Donc, c'est une école secondaire. Vous avez les 5 secondaires? Oui, 1 à 5. Que des garçons. Que des garçons. Et c'est quoi les avantages de séparer garçons et filles? C'est sûr que je suis un petit peu objective parce que, ayant fait ma carrière dans ce contexte-là, j'y crois beaucoup pour l'avoir vécu. L'adolescence, c'est le moment où les jeunes vont définir leur identité. Ils vont travailler beaucoup à se découvrir, à se connaître. Lorsqu'ils ont des filles autour, c'est sûr et certain que ça fait partie du travail pour se définir, mais si ça vient interférer avec leur réussite scolaire, et on sait que ça peut avoir un impact, moi, je pense que ça a un impact qui est peut-être plus négatif que positif. Je vous donne un exemple.
On sait par les recherches qui sont disponibles que les garçons, s'ils sont en compétition contre des filles, vont choisir de ne pas compétitionner. Ils vont se mettre en retrait. Est-ce que ça explique les résultats qu'on a actuellement par rapport à certains domaines traditionnellement masculins où les filles sont arrivées, par exemple médecine, où là, tout à coup, les gars sont moins nombreux? On peut dire qu'il y a eu plus de filles qui se sont inscrites, mais est-ce qu'il y a eu moins de garçons inscrits? Est-ce que c'est un changement qui est en train de se faire parce que les gars n'arrivent pas à compétitionner de manière équitable? Et c'est un peu perdre la face dans leur lecture traditionnelle sans aller dans l'extrême de dire qu'il faut absolument séparer tous les garçons et toutes les filles. Pour certains, ça l'a donné un effet positif au niveau scolaire. J'ai été à un gala à un moment donné dans une école mixte et la surprise que j'avais, c'est que les 3/4, sinon les 9/10 des prix étaient donnés aux filles. Et c'est seulement dans le secteur professionnel et dans les secteurs où, cheminement particulier, etc., où on avait des garçons majoritairement reconnus par des prix. Ça m'a fait réfléchir parce que c'est sûr qu'au collège, 100% de mes récipiendaires sont des garçons. Donc, les garçons, c'est sûr qu'un élève peut être reconnu pour ses résultats scolaires, pour son implication sportive, son implication sociale, et finalement, il n'est jamais en compétition contre d'autres filles, il est en compétition contre ses pairs, contre d'autres garçons de son âge. Et on voit que ça motive. Quand on me dit que les garçons ne veulent pas réussir à l'école, c'est pas vrai. Ils sont totalement motivés. Au collège, on a ce qu'on appelle le cocktail de la direction. C'est-à-dire que tous les élèves qui ont 80% et plus de moyenne générale sont invités à une petite fête. Tous les élèves, à la sortie des résultats, et même avant, des fois, à mon bureau, j'ai la file d'attente. Donc, les garçons, dès qu'ils savent que les notes sont sorties et que je les ai en ma possession, défilent à mon bureau. Nathalie, est-ce que tu peux me donner ma moyenne générale? 79,8. Ah, j'aurais aimé ça être au cocktail. J'ai des élèves qui viennent, ils ont 68. C'est loin. On pourrait dire, non, la prochaine fois, je vais monter à 72 parce que ça va me rapprocher du cocktail. Alors, les garçons ont cette motivation-là. Ils veulent y aller. Puis moi, ça me permet au moins 3 fois par année de voir les garçons à mon bureau. Alors, les 250 défilent un après l'autre. Et je trouve ça très, très agréable. Si je comprends bien, vous voyez moins les élèves depuis que vous êtes directrice générale? Je les vois dans un autre contexte. C'est sûr et certain que plus la tâche se diversifie, moins le temps disponible pour être en relation avec les élèves est grand, mais j'y tiens. J'ai la chance de connaître les 250 noms de mes élèves. Je sais où ils se situent par rapport à leurs forces, leurs difficultés. Je les salue dans les corridors. J'essaie d'aller le plus possible dans les activités où ils sont. Mais j'étais quand même une personne qui donnait encore beaucoup d'aide aux élèves en difficulté dans mon bureau de direction. Je peux le faire, mais beaucoup moins fréquemment. C'est mon petit deuil, oui. C'est une petite école. Combien d'élèves? 250. C'est quand même pas beaucoup. Non, effectivement. Et sur ça, j'ai 80 garçons qui sont des résidents, donc des pensionnaires, qui couchent du dimanche soir au vendredi après-midi. Ils viennent de l'extérieur? Certains viennent de l'extérieur, Montréal, Québec. J'en ai même qui viennent d'outre-mer, France, Suède, Norvège, pour venir jouer au hockey au collège. Mais j'en ai beaucoup de Sherbrooke aussi, qui, pour vivre le brotherhood, l'espèce d'atmosphère d'être toujours avec les chums de gars, aller jouer au hockey après l'école, aller jouer au basket après l'école, restent accouchés au collège. À ce point-là? Oui. Il y a 250 élèves, m'avez dit, mais il y a déjà eu plus. Comment vous expliquez la diminution? En fait, historiquement, c'est un peu drôle, mais historiquement, l'école, c'est une école de 250 élèves. 250 pensionnaires autrefois. Donc oui, depuis 1992, on est rendu avec un externat et il y a eu une diminution au Québec et du nombre de résidents scolaires et du nombre de résidents d'élèves qui couchent à l'école. Ce qui est différent, nous, c'est vraiment la masse d'élèves résidents. On a réussi à avoir dans les années fastes, parce qu'il y a eu quand même des périodes de hausse démographique, 300 élèves. Et pour nous, c'était une belle opportunité. Mais si on regarde l'histoire réelle du collège, c'est une école qui est à son niveau adéquat. Oui, il y a déjà eu des hausses jusqu'à 300. Par rapport au secteur public, vous êtes une école privée. Est-ce qu'il y a des conflits par rapport au public? Actuellement, dans le contexte, il y a des gens qui contestent le fait que le gouvernement soutienne l'enseignement privé. En fait, dans un monde idéal, ce qui est important, c'est la liberté de choix.
Parce que pour certains, et c'est vrai, le public offre un excellent système éducatif et c'est important que le privé reste parce qu'il permet justement une saine compétition entre les deux. On a vu l'arrivée de plusieurs concentrations dans les polyvalentes suite à cette rivalité avec le privé qui avait déjà des volets ou des orientations, qu'on pense au sport-études ou aux volets plus artistiques. Donc, ça existait au privé et le public s'en est fait une force et c'est extraordinaire. À Sherbrooke, on a une très belle complémentarité des programmes. Toutefois, ce qui est important de comprendre, c'est que le privé offre certaines choses que le public ne peut pas offrir. C'est-à-dire, et je le dis, à 250 élèves qui sont connus de manière personnelle par une direction générale, c'est pas possible dans une polyvalente. L'anonymat n'est pas dans une école privée. L'espèce de petitesse fait en sorte que pour un enfant insécure ou un enfant qui a besoin d'un encadrement plus serré, c'est possible. Alors, le privé a sa raison d'être. Il transporte des valeurs qui sont des héritages de communauté. Ça fait en sorte aussi que nos couleurs sont ancrées dans une philosophie, dans une mission. Et on essaie de passer ça malgré, bon, dans notre cas, ça fait plus de 65 ans, mais on reste lié par ce bagage-là de transmission de nos valeurs. Le respect, la responsabilité, le partage, l'altruisme, c'est au cœur de toutes les actions qu'on va faire à l'école. Donc, le privé et le public, il y a peut-être une rivalité dans un contexte où le marché démographique est faible et chaque élève est important. Mais au-delà de ça, il faut garder, on est des historiennes, Madame Larose, il faut garder le fil et de se dire, bien, chaque enfant doit aller à l'endroit où il est bien. Et dans un marché équilibré, il y a une place pour chacun des enfants, au privé et au public. Vous avez mentionné le mot mission, la mission particulière ou le projet pédagogique de votre collège. Oui. Comment se définit-il? Il est simple, mais en même temps, il est assez riche. C'est en fait de développer des enfants complets. Il y a 4 volets qui sont valorisés au quotidien. Le volet sportif, parce qu'on est une école vraiment très orientée vers les sports. J'ai la moitié de mes élèves qui jouent au hockey au niveau élite dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire. On est le plus gros programme au Québec ou l'un des plus gros à tout le moins dans cette ligue-là. Évidemment, on a le volet intellectuel, qui est tout le développement des compétences, de la culture générale, des connaissances, le programme et tout ça. Donc, c'est un autre élément très, très important. Et depuis cette année, on est maintenant une école candidate au programme d'éducation internationale parce qu'on y croit beaucoup à cette mission d'ouverture sur le monde, de former des citoyens, de mettre de la profondeur au contenu. On ajoute à ça le volet qui est social. On est des êtres sociaux. On a besoin, surtout à l'ère technologique, il ne faut pas oublier qu'on a besoin des gens qui sont autour de soi. Et le fait qu'on soit une résidence, qu'on ait beaucoup à s'apporter à l'interne, on valorise les relations, mais aussi à l'externe, d'aller faire du bénévolat, de donner de son temps. Nos élèves vont à l'Armée du Salut tous les mercredis, servir la soupe populaire. Donc, on fait partie d'une communauté qui dépasse nos murs. Et la dernière, une des plus importantes, c'est l'aspect spirituel et communautaire, d'être capable de réfléchir sur nos valeurs individuelles, parce que nous, on donne des valeurs collectives, on fait partie d'une société, mais à l'âge où ils doivent définir leur identité, il faut aussi qu'ils définissent leurs valeurs. Et souvent, c'est par des activités qu'ils vont pouvoir le faire.
Si on revient sur le volet international, est-ce que ça veut dire que vous enseignez aussi des langues étrangères? Oui, on a évidemment l'anglais et le français qui sont les langues obligatoires pour le ministère, mais dès l'an prochain, l'espagnol va s'ajouter. C'est quelque chose qui va permettre aux garçons de s'ouvrir à une réalité. L'espagnol est quand même parlé en Amérique latine, dans certains pays en Amérique centrale aussi, en Europe. Il ne faut pas perdre de vue que oui, français-anglais, c'est important, mais même les États-Unis ont beaucoup d'hispanophones. Puis l'autre chose, c'est qu'on a accès à d'autres jeunes qui viennent de d'autres pays. Quand on a eu notre suédois ou notre norvégien, mais on s'ouvrait aussi à des langues qu'on ne connaissait pas, découvrir que vaut mieux baragouiner de l'anglais ou à la limite de l'espagnol que de ne pas pouvoir entrer en relation avec quelqu'un qui a du vécu. C'est vraiment important. Est-ce que ça veut dire que vous allez vouloir faire des stages à l'étranger? Oui, on en faisait autrefois. On en a fait quelques-uns historiquement. On est allé au Nicaragua, en Afrique du Sud. Ça fait partie, les missionnaires de Marie-Anne qui sont notre maison fondatrice, c'est dans leur façon de fonctionner. On avait regardé pour en partir d'autres projets. Donc, c'est en voie, parce que c'est très long, élaborer un projet de partage communautaire ou à tout le moins d'aller dans une mission. Alors, c'est au moins 2-3 ans de préparation. On est en train de regarder ça de notre côté. Vous avez mentionné les missionnaires Marianil. Quel lien le collège a avec les missionnaires Marianil? C'est la communauté qui a créé l'école. En fait, c'est une belle histoire parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des frères qui venaient d'Afrique du Sud. Pour la population canadienne, c'était des Afrikaners, donc des alliés des nazis, en quelque sorte. Ils étaient en garde à vue à Sherbrooke. Et lorsqu'ils ont eu la permission de quitter, ils avaient constaté qu'il manquait une école pour les garçons de classe moyenne. Il y avait une école d'élite, il y avait des choses comme ça, mais pour les gens, peut-être les fermiers ou les gens qui avaient moins de revenus, il n'y avait pas d'école pour eux. Ils ont décidé de créer le collège Mont-Sainte-Anne. Et au départ, il y avait une ferme. C'était carrément une ferme. Il y avait le train. On faisait la récolte du sirop d'érable. On voit des photos dans nos murs qui sont vraiment très intéressantes. Le chemin Sainte-Catherine, c'était tout petit. Il y avait même des compétitions de boîtes à savon dans le chemin Sainte-Catherine. Ce serait impensable actuellement de faire, même de se promener sur le chemin. C'était un petit milieu. On a commencé par bâtir le bas, le premier étage, et c'était la communauté qui vivait là. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves, peut-être une dizaine de finissants. Évidemment, c'était pour devenir des missionnaires à ce moment-là. Et là, tranquillement, on a construit les étages supérieurs, on a agrandi les ailes. Le père Gervais Giguère a fait construire l'aréna dans les années 70. On avait la patinoire en arrière. Donc, le hockey a toujours été associé au collège quand même, mais là, ça a pris une expansion un peu plus grande avec le temps. Vous avez un aréna qui est disponible à côté de l'école. Tout à fait, dans la cour. C'est incroyable, là. Cette dimension sportive, il y a le hockey, mais il doit y avoir d'autres sports où vous développez les jeunes? Tout à fait. En fait, on a des sports classiques d'équipe, mais on a aussi beaucoup d'activités parce qu'on est conscient que certains élèves sont beaucoup plus intéressés par les sports individuels. Donc, on a une option sport-santé où on fait de l'escalade, des activités de kayak, des choses qui sont beaucoup plus plein air. Et on a, c'est tout nouveau, puis c'est vraiment très populaire, c'est l'option chasse, pêche et piégeage. Donc, les garçons apprennent, ça c'est magnifique, apprennent à faire des mouches. Ils font de la pêche à la mouche dans le gymnase pour se pratiquer pendant l'hiver. Au printemps, ils vont pouvoir aller en rivière. Et de voir une vingtaine ou une trentaine de jeunes avec des cannes à moucher en pratique dans le gymnase, toute la grâce que ça peut avoir. Et c'est un programme qui est en pleine croissance, en pleine expansion au collège. Je pense que ça répond à des garçons plus solitaires qui ont un désir d'être en contact avec la nature et d'appartenir à un groupe d'appartenance aussi qui sont moins intéressés par des activités comme par exemple le basket. Et c'est très intéressant. Au plan social, vous avez mentionné que les jeunes vont servir la soupe populaire. Est-ce qu'ils ont d'autres activités sociales dans la communauté? Oui, en fait, plusieurs activités sociales vont aussi viser à les faire entrer en relation avec des filles. Parce que je disais tout à l'heure que les filles peuvent être un élément perturbateur en classe, dans certains cas.
Mais il faut vraiment les mettre en relation. Donc, on a la possibilité de faire des échanges. Par exemple, l'échange linguistique s'évêque avec l'école de Waterville, qui est une école juste de filles. Et les garçons aiment bien ça. On a aussi l'occasion de faire des danses de la Saint-Valentin et de l'Halloween avec d'autres écoles comme le Mont Notre-Dame ou le Collège Sacré-Cœur. Des voyages aussi pour que les garçons apprennent aussi à se comporter avec des jeunes filles. C'est beau d'être ensemble entre nous, mais il faut développer aussi une forme de civisme et une capacité à entrer en communication avec l'autre sexe qui n'a pas nécessairement les mêmes intérêts que soi, là. Parler de football toute une soirée de temps, ça attire pas nécessairement des conquêtes. Si on parlait un petit peu des enseignants, quels sont vos rapports avec les enseignants, surtout dans le contexte actuel? On sait qu'il y a un conflit au niveau provincial. En fait, nous, on est chanceux dans la mesure où la convention est déjà signée. Donc, on n'est pas touché par les négociations du public. Puis, je pense que le fait qu'on soit un tout petit milieu, on est une trentaine au total, là, avec mes adjoints, avec les personnels au sport et les enseignants. On est proche et surtout, il y a une très belle rétention du personnel. Les enseignants les moins anciens ont 6 ans au collège. Donc, c'est pas un roulement qui fait en sorte qu'on doit remplacer à chaque année des gens, puis on sent qu'il y a un mal-être. Au contraire, je pense que la grande force du collège, c'est sa capacité à créer des liens entre nous et on s'entraide. Je suis la directrice générale, mais jamais je me perçois comme ça. Je suis membre d'un groupe qui vise à faire en sorte que les garçons vont être les mieux possibles, faire en sorte qu'on va avancer comme milieu aussi, qu'on ne va pas stagner. Donc, on ne sent pas cette tension-là à l'école. On est chanceux, mais il faut protéger. C'est un capital précieux, il faut le protéger. Au plan provincial, vous devez être un modèle. Au niveau provincial, on a une expertise qui nous est reconnue. Par exemple, à la Fédération des établissements privés, j'ai quand même une forme d'expertise. S'il y a un dossier plus garçon, c'est à nous qu'on va penser. Et on a eu plusieurs fois des montants, des fonds qui nous ont été alloués par la Fédération pour pousser un peu plus loin la recherche. Par exemple, cette année, on a eu un certain montant pour faire l'inventaire des pratiques efficaces auprès des garçons. Donc, je suis en train tranquillement, justement, de lire les recherches scientifiques, d'extraire ce qu'elles disent au niveau des interventions efficaces auprès des garçons pour produire là, au mois de septembre prochain un guide qui va être disponible pour tous et qui va peut-être soutenir les enseignants qui sont en classe mixte parce que ça va quand même être pertinent. Quand vous dites des interventions efficaces, vous faites allusion à quoi, par exemple? Tout ce qui fait en sorte que les jeunes vont mieux apprendre dans un contexte qui est plus serein et qui va générer une forme d'évolution tant au niveau social, intellectuel que personnel. Donc, une intervention efficace, par exemple, c'est de donner des outils d'organisation aux garçons. On se dit souvent que les garçons, c'est moins important pour eux le comment. On dit que les filles, bien, si on leur donne une procédure à suivre, vous allez souligner en bleu, laisser 3 espaces entre chaque ligne. Les filles vont se conformer, le faire, puis c'est plus facile. Un garçon va beaucoup questionner. Ouais, mais à quoi ça sert? Pourquoi je mettrais de l'espace entre 2 lignes? C'est de la perte d'énergie. On questionne. Et si, comme enseignant, on n'est pas capable de répondre à ça, ben le jeune va faire un peu à sa tête. Et c'est un petit peu notre responsabilité d'être pas à court d'arguments, d'avoir réfléchi et de justifier. Souvent, par exemple, quand on me demande, bien, avec les outils technologiques, pourquoi je ne devrais pas utiliser Word avec le correcteur? Parce qu'un jour, si tu es ambulancier et que tu as à faire un rapport d'événement, à chaud, sur ton petit papier, tu n'auras pas d'outils d'aide technologique. Il va falloir que tu sois quand même fier de ce que tu vas mettre dans le dossier du patient parce que ça va y rester. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Donc, il faut être capable de trouver des mots qui vont avoir une portée et que le jeune va acheter. Vous avez mentionné la technologie. J'imagine que c'est pas absent de l'enseignement qui est donné au Collège du Mont-Sainte-Anne. C'est pas absent, mais par choix, il y a des valeurs qui sont accordées à autre chose. Par exemple, le Wi-Fi est à la grandeur de l'école parce que c'est un outil maintenant, un incontournable. Les enseignants, lorsqu'ils arrivent en classe, c'est aidant d'avoir accès à YouTube ou à différents documents en ligne. Par contre, nous, on n'a pas choisi de mettre une tablette ou un ordinateur par élève parce qu'on trouve qu'ils sont déjà beaucoup d'heures par semaine devant ces médiums-là. Donc, souvent, les conflits
souvent les relations sont virtuelles. Ils vont se faire des chicanes, ils vont se passer des commentaires au lieu de le régler. Et c'est drôlement différent lorsque je dis à quelqu'un en pleine face, devant le visage, ce que je pense de lui. Alors, on veut que les jeunes se parlent. On veut qu'ils soient en mesure de dire « Je respecte ton opinion, elle est différente de la mienne. » Et c'est plus facile que de le mettre sur Facebook, de dire « C'est un con parce qu'il a écrit telle chose ou il a dit telle chose. » Il faut que les garçons passent à travers la technologie, mais pas que ça prenne la place dans leur vie. C'est un modèle d'enseignement particulier pour les garçons. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur le Collège du Mont-Sainte-Anne, comment procèdent-ils? En fait, ils peuvent visiter le site Internet www.collegemsa.com et on les invite à venir sur la page Facebook du Collège parce qu'on est très actifs au niveau quotidien. Donc, on peut voir justement toutes les activités dont j'ai parlé. Elles sont mises à jour à toutes les journées et vous pouvez voir la variété des activités qui sont disponibles. Puis, on est toujours ouvert. S'il y a des gens qui veulent venir voir notre milieu, on accueille les gens aussi simplement comme ça. Vous avez un numéro de téléphone aussi? Oui, c'est le 819-823-3003. Alors, Nathalie Marceau, directrice du Collège Mont-Sainte-Anne à Sherbrooke, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci pour l'invitation. Bonne fin de journée. Je remercie à la technique et au montage Michel Carpentier. Ici Gaëtane Larose qui vous dit à la semaine prochaine. C'était De génération en génération avec Gaëtane Larose.